Bonjour à tous, je vous souhaite bienvenue à ce webinaire en ligne consacré aux nouvelles règles en matière de TVA. Donc, je suis responsable marketing chez Eming France et donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, nous allons aborder les sujets comme l'e-facturation, e-reporting, nouveaux taux de TVA et tous les changements qui vont arriver et qui sont déjà en cours. En effet, les pays du monde entier, notamment l'Union européenne, intensifient leur lutte contre la fraude à la TVA. Et pour tenter de réduire les écarts de TVA, de nombreuses mesures ont été adoptées et, pour les contrôler. Donc, en s'appuyant sur des techniques d'analyse de données de masse comme le data mining ou sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, les États peuvent suivre beaucoup plus efficacement les impôts dus et réduire les évasions et les fraudes fiscales. Alors, ces nouvelles réglementations ne sont pas seulement un défi pour les professionnels de la de la TVA, mais c'est aussi un défi pour les entreprises, pour vous, qui devez chaque jour faire face à des exigences de conformité fiscale et de plus en plus complexes, et vous devez en plus vous y adapter en un temps record. En effet, lorsque les entreprises commercent au-delà des frontières nationales, les variations entre les juridictions ajoutent à de la complexité et de rester en conformité. Alors, pour mieux appréhender toutes ces mesures, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Maïssa Grobovsek, qui est directrice du pôle international chez Eming. Bonjour Maïssa. Bonjour. Alors, pour répondre encore plus précisément à vos enjeux et vos problématiques, Eming a développé une cellule spécifique TVA internationale sous la direction de Maïssa pour avoir une coordination encore plus optimale avec tous les pays concernés, notamment ceux dans lesquels Eming est présent. À peu près, en vrai, nous avons 14 pays où nous sommes implantés. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez suivre ce webinaire simultanément en Italie et en Espagne. Alors, Maïssa, pour te présenter, tu évolues dans le système international et le monde de la fiscalité indirecte depuis plus de 15 ans. Tu as rejoint Eming en 2016 en tant qu'experte TVA. Tu es également formatrice en TVA et douane pour les chambres de commerce et d'industrie de la région parisienne. Et depuis 2017, tu sièges également au conseil d'administration de l'International VAT Association. Alors, ce webinaire est enregistré. Donc, vous aurez le plaisir de recevoir les slides et la vidéo à la fin de cette présentation. Et au cours de ce webinaire, nous allons aussi vous proposer 3 petits sondages. Donc, on espère que techniquement, on y arrivera. Alors, au programme de ce webinaire, donc nous allons avoir un aperçu des chantiers européens en matière de TVA. Ensuite, nous aborderons l'état des lieux des projets de facturation et de déclaration électronique en Europe. Et nous ferons un zoom sur les évolutions à venir en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et enfin, nous ferons une session de questions-réponses. Alors pour cela, vous avez un petit encart sur la droite. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation ou à la fin si elles viennent vers la fin. Et nous y répondrons tout à la fin. Voilà. Maïssa, c'est à toi. Merci Gaëlle. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous soumettre déjà un petit sondage. Excusez-moi, parce que je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Donc, le sondage que je vous lance tout de suite, j'espère que vous le voyez. Et le suivant, donc à votre avis, combien de pays dans le monde aujourd'hui ont adopté la TVA ou la GST, donc la sales tax, à ce jour? Donc je vous laisse quelques instants pour y répondre et on analysera le résultat par la suite. Donc ça continue. J'ai fait exprès de vous proposer des chiffres très rapprochés pour rendre les choses un peu plus difficiles. Donc j'attends encore un petit peu que tout le monde ait voté. Ah, il y a quand même une prédominance sur 172. Hop. Donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est... donc moi, je vous donne la bonne réponse. Hop. Et si tu veux le résultat du sondage, Maïssa. Je dois le fermer, c'est ça? Tu as une petite encart partagée, voilà. Voilà. Voilà, donc
majoritairement, vous avez répondu à 47%, vous avez répondu 172, c'était 171, mais bravo en tout cas à tous ceux qui ont bien répondu. Donc, bien évidemment, donc pour vous dire, hop, je vais juste masquer. Voilà, voilà, on va continuer. Donc, bien évidemment, la TVA rencontre un grand succès. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a 171 pays dans le monde qui ont déjà adopté la TVA. Donc, et les États à travers le monde continuent à le faire, bien évidemment. La dernière exemple en place, ce sont les pays du Golfe, avec l'introduction donc de la TVA en 2018 dans les Émirats. Et dire que, bien évidemment, la TVA, c'est une invention française. Elle a été inventée en 1954 par un inspecteur de finances qui avait 37 ans à l'époque, qui s'appelait Maurice Lauré. Donc certains puristes diront même que ce sont plutôt les Allemands qui l'ont inventé, puisque Maurice se serait inspiré, bien évidemment, homme d'affaires allemand, Wilhelm von Siemens, qui dans les années 1920 déjà voulait taxer la valeur supplémentaire. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est que la TVA, bien évidemment, est le principal revenu des États et que la fraude à la TVA n'a jamais été aussi importante. Donc aujourd'hui, elle représente 134 milliards d'euros. C'est le montant des recettes de TVA perdues en 2019 dans toute l'Union européenne. Donc cela représente 4 000 euros par seconde, selon un rapport publié par la Commission européenne. Donc un manque à gagner considérable qui s'explique notamment par la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscale. Donc par conséquent, les mesures de lutte contre la fraude se multiplient à travers le monde et l'Europe n'en fait pas l'exception. Et donc, comme on a pu le constater, vous avez pu le constater également depuis quelques années, de nombreuses réformes européennes ont vu le jour et ce n'est que le début et qui présentent généralement, qui rajoutent souvent une charge administrative et un coût supplémentaire pour les entreprises. Donc, hop, excusez-moi. Je modifie, hop. Donc là, vous avez un petit tableau, donc je ne vais pas tout commenter toutes les mesures qui sont en train d'être décidées au sein de l'Union européenne, mais en tout cas, juste pour vous, pour que ça soit, vous avez une vision un peu plus représentative de ce qui se passe. Donc un certain nombre de mesures très importantes. C'est un aperçu donc des réformes déjà en vigueur, comme celle de Quick Fixes que vous n'avez pas et qui vous a sûrement pas échappé, qui est rentrée en vigueur en 2020 et qui a fait couler beaucoup d'encre et donné quelques sueurs froides, on va dire, aux entreprises, ou encore celle relative à l'introduction de OS et IOS qui est entrée en vigueur en juillet 2021, qui a profondément réformé le monde de e-commerce. Et bien évidemment, n'oublions pas les mesures qui vont entrer en vigueur prochainement. Donc, je vais faire un focus, si vous le permettez, sur 3 d'entre elles. Qui me paraissent très importantes. En tout cas, celles qui concernent l'autoliquidation généralisée en Europe. Donc, il s'agit d'une proposition de directive et cette proposition de directive consiste à prolonger 2 mesures qui étaient déjà en application. Donc, la première, c'est la possibilité pour les États membres d'appliquer les mécanismes d'autoliquidation pour lutter contre la fraude existante qui touchent donc les livraisons de biens et les prestations de services, celles qui sont énumérées à l'article 199 bis de la TVA. Et aussi, deuxième, c'est la possibilité de recourir à un mécanisme de réaction rapide qu'on appelle MRR, qui est une mesure exceptionnelle qui permet aux États membres d'introduire de manière très rapide, donc il leur faut 1 mois, dans les cas d'urgence extrême, un mécanisme d'autoliquidation temporaire pour les livraisons de biens et de prestations de services qui ne font pas partie de la liste de l'article 199, mais qui font objet d'une fraude fiscale soudaine et massive, et donc qui permet du coup aux États membres de l'appliquer. Donc, juste pour rappel, la directive TVA prévoit en règle générale que l'assujetti qui effectue la livraison de biens et les prestations de services est celui qui est redevable de la TVA. Donc, c'est-à-dire qu'il doit la collecter, la reverser à l'administration fiscale. Donc, par dérogation à ce principe, donc le mécanisme d'autoliquidation permet de désigner le destinataire de la livraison de la prestation comme celui qui est redevable de la TVA et donc du coup doit la collecter, verser au fisc on va dire au lieu et place du fournisseur. De ce fait, donc la TVA n'est pas facturée par le fournisseur.
et par le prestataire, mais pris en compte par l'acquéreur et le preneur. Donc un assujetti bien évidemment dans sa déclaration de TVA. La TVA est ensuite déduite dans cette même déclaration et par conséquent, pour autant que l'assujetti bien évidemment bénéficie d'un plein droit de déduction, le résultat normalement est nul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que les fournisseurs et prestataires sont tenus de recourir à ce mécanisme d'autoliquidation, on va dire obligatoire, pour ces livraisons et prestations à l'intérieur du pays, ils ne peuvent plus faire figurer la TVA sur la facture, donc c'est interdit et ils ne reçoivent donc pas les montants de TVA de la part de leurs clients et par conséquent ne peuvent pas disparaître, on va dire, avec les montants de TVA qu'ils auraient collectés et n'est jamais déversés au fisc. Donc cela implique également, ce genre de mesure implique également, dans certains cas, que l'immatriculation de l'opérateur étranger dans le pays où il exerce ce type d'opération peut être également évitée. Donc, en fait, ce n'est pas une nouveauté puisque les États membres avaient déjà la possibilité d'appliquer ces différentes mesures, mais là, on assiste à une prolongation, en tout cas de ces deux mesures, jusqu'au 31 décembre 2025, bien évidemment sous condition que le régime définitif de TVA ne voit pas le jour avant cette date. La deuxième mesure qui est importante à mes yeux, c'est la nouvelle directive qui est entrée en vigueur en avril 2022, qui concerne les taux réduits de la TVA. Donc pour rappel, jusqu'à présent, le taux réduit de TVA pouvant être mis en œuvre par les États membres était limité à 2 taux. Et ces taux s'appliquent uniquement à des biens et des services qui étaient énumérés expressément dans la directive TVA et ne pouvaient en aucun cas être inférieurs à 5%. Donc certains États membres ont toutefois bénéficié et ont été autorisés par dérogation justement à ces deux principes à maintenir des taux spécifiques, spéciaux. On les appelle aussi les taux super réduits, donc inférieurs à 5%, et des taux zéro ou des taux dits de parking qui n'étaient pas inférieurs à 12%. Dès lors qu'ils appliquaient ces taux déjà avant le 1er janvier 1991. Et pour rappel, en France continentale, on applique actuellement deux taux réduits, donc 5,5 et 10%, et un taux particulier de 2,1%. Un taux zéro s'applique également d'ici la fin d'année de manière temporaire aux opérations portant sur les vaccins contre le Covid et les dispositifs médicaux in vitro également liés à la Covid-19. Donc les dispositions relatives au taux normal qui ne doivent pas être inférieurs à 15%, il ne faut pas l'oublier, demeurent quant à eux inchangées. Donc la présente directive introduit uniquement des nouvelles dispositions qui s'appliquent aux taux réduits. Donc je rappelle par contre que les taux réduits doivent rester une exception au taux normal. Afin d'assurer donc cette l'égalité, on va dire, de traitement entre États membres, s'agissant donc de bénéfices de ces taux, il est prévu donc par cette nouvelle directive que tous les États membres pourront appliquer aux biens et services éligibles, bien évidemment encore une fois listés de manière limitative dans la directive TVA, donc à l'annexe 3, un maximum de 2 taux réduits d'au moins 5%, un taux réduit inférieur à 5% et appliquer une exonération avec droit de déduction de la TVA payée en amont dans le cadre de, par exemple, des opérations exonérées. Et la troisième mesure qui me semblait importante et qui pour l'instant n'est pas encore décidée, elle n'est pas encore définitive, elle est prévue pour automne 2023, c'est la TVA à l'ère numérique, VAT at the Digital Age, pardon. Ce projet est mis en place en 3 étapes. Donc, première étape préparatoire avec l'évaluation de l'impact de ces mesures. Deuxième, c'est la consultation publique qui a été lancée auprès des entreprises et tous les protagonistes qui étaient intéressés par cette mesure, qui était clôturée le 5 mai dernier, et donc la proposition de règlement qui aura lieu au trimestre 3 cette année. Donc cette mesure a 3 objectifs. Donc le premier objectif, c'est mise en place d'un enregistrement à la TVA unique dans l'Union européenne et l'extension de l'OS, donc c'est le guichet unique, donc One Stop Shop, on appelle ça, d'où l'abréviation OS. Donc cette mesure consiste en fait que,
Commission européenne, elle s'est dit que même après l'instauration du paquet de TVA sur le commerce électronique, les assujettis étrangers peuvent parfois avoir toujours besoin de recourir à l'immatriculation dans l'État membre où ils ne sont pas établis. Par exemple, quand ils exercent, quand ils font des opérations de vente avec installation et montage, quand ils font des ventes à bord de moyens de transport et quand ils réalisent, par exemple, des livraisons de B2C de gaz et électricité. Donc, la nécessité d'un tel enregistrement pourrait être réduite, en fait, si on acceptait d'étendre l'actuel OSS à toutes les transactions en B2C. Donc, l'objectif est vraiment d'inclure toutes les transactions non encore couvertes par cette réforme. Donc, les assujettis devraient être en mesure, donc, du coup, de déclarer l'ensemble des transactions au moyen de cette TVA unique à déposer dans l'État membre de leur établissement. Il a été également proposé, en tout cas, d'étendre l'OS aussi à certaines transactions B2B, donc c'est-à-dire notamment en matière de transfert à soi-même, qui serait taxable. Donc, cette partie-là reste encore à déterminer puisque elle ne présente beaucoup d'États membres sont contre le fait d'intégrer les opérations B2B dans le OS. Donc, ça reste à confirmer et aussi de faire une utilisation ciblée de l'autoliquidation pour les transactions B2B qui va de pair avec le principe de généralisation de l'autoliquidation au sein de l'Union européenne. Donc, la proposition, bien évidemment, ne vise pas à remplacer les procédures actuelles d'enregistrement et identification de la TVA appliquées dans les différents États membres, mais juste de faciliter, en tout cas, à réduire la charge administrative qui pèse sur les États membres. Ensuite, deuxième mesure, c'est la modernisation des obligations déclaratives en matière de TVA et faciliter la facturation électronique. La Commission européenne se penche aujourd'hui de plus en plus sur l'utilisation donc de nouvelles technologies, comme le disait Gaëlle en introduction, pour obtenir des informations plus rapidement et de manière plus détaillée. Donc aujourd'hui, les mesures prises par les États membres, comme vous le savez, en matière de facturation, et on va y revenir tout à l'heure, et en matière de e-reporting, sont très homogènes, et ce qui augmente considérablement donc le fardeau pour les entreprises qui opèrent à l'étranger. Donc la proposition de modernisation des obligations déclaratives en matière de TVA devrait garantir un échange plus rapide, éventuellement en temps réel et plus détaillé sur les transactions intra-communautaires, et rationaliser le mécanisme donc, applicable aux transactions nationales. Donc, il y a vraiment cet recours à l'harmonisation et donc la Commission souhaiterait aboutir à une harmonisation soit partielle, soit totale en matière de e-reporting, c'est-à-dire soit utiliser l'existant et le transformer en modèle harmonisé, soit proposer un modèle harmonisé en se substituant aux mesures étatiques. Donc, affaire à suivre. Et troisièmement, je vais aller plus vite sur ce volet-là, aussi nécessité d'adopter le régime TVA applicable aux économies de plateforme. Le développement est très rapide de l'économie des plateformes et qui soulève bien évidemment des questionnements sur le traitement de TVA, qui doit la payer, quelles sont les personnes qui proposent et qui vendent des services sur les plateformes. Donc il y a vraiment un besoin de clarté et de sécurité juridique sur ces questions et donc la Commission est en train de légiférer sur ces éléments également. Donc nous attendons une proposition de réglementation en automne sur ces trois sujets et donc c'est lui qui est vraiment disons le plus attendu et bien évidemment les deux premières, l'extension du HOS et potentiellement l'application harmonisée de e-reporting et leur impact bien évidemment sur les obligations déjà existantes en matière d'obligations déclaratives. D'accord. Donc, avant d'entamer l'état des lieux des projets de facturation, je voulais juste vous dire que la Commission européenne discute également aujourd'hui d'autres réformes, notamment la mise à jour des TVA, des règles de TVA pour les services financiers. Donc, une proposition attendue pour 2023. Il y a également le régime revue de régime particulier de TVA pour les agences de voyage. Donc également une proposition possible en 2023 et la mise en place d'une fiscalité plus verte relative au transport de passagers. Donc, allons voir maintenant quel est l'état des lieux des projets de facturation et déclaration électronique en Europe.
Donc voici une carte donc de ce qui se passe actuellement au sein de l'Union européenne en matière de e-invoicing et e-reporting. Donc comme vous pouvez le voir sur cette carte, actuellement 16 pays imposent le recours à la facturation électronique, mais uniquement dans les relations B2G, c'est-à-dire business to government, donc toutes les, on va dire, autorités publiques. À date, uniquement 2 pays exigent le recours tel qu'on l'appelle e-invoicing dans les opérations B2B. Donc il s'agit ici de la Grèce et Italie, qui s'applique actuellement uniquement pour les sociétés établies localement et non pas sociétés non établies qui seraient enregistrées à la TVA. Donc pour l'instant, ça ne bouge pas sur ce volet-là. Donc ces 2 pays appliquent ce qu'on appelle clearance system, donc c'est-à-dire que la facture transite par la plateforme de l'administration fiscale afin d'être validée. Donc cette validation, une fois faite, ensuite la facture est transmise au client pour paiement. Donc, les 3 pays suivants, donc l'Espagne, Hongrie et Portugal, ont appliqué une sorte de, on va dire, d'invoicing, mais qui n'est pas vraiment tel que celui applicable par l'Italie et la Grèce, puisqu'elles ne sont pas basées sur le clearance system, mais plus particulièrement sur une espèce de e-reporting en temps réel. Donc, bien évidemment, l'Espagne avec son S2I, donc qui s'applique pour toutes les sociétés identifiées à la TVA, non seulement celles qui sont établies. Donc, toutes les sociétés qui ont des opérations taxables en Espagne, établies ou non, et qui remplissent des conditions donc d'un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 6 millions d'euros par an et qui ont opté pour le régime de TVA mensuel RIDIM. Donc, cette mesure, bien évidemment, a été mise en place pour, encore une fois, améliorer le contrôle fiscal de la part de l'administration fiscale espagnole et bien évidemment, ainsi également lutter contre la fraude. Ensuite, on a le Portugal qui, depuis 2022, le gouvernement portugais a imposé l'utilisation d'un logiciel de facturation certifié qui doit générer un code QR code spécifique. Un autre code qui s'apparente à un code de document unique ATCUD qui rentrera en vigueur en janvier 2023, devait rentrer en vigueur en 2022, mais à cause de Covid, tout a été retardé. Et en plus, à partir du 1er janvier 2023, les contribuables devront également se confronter à l'exigence d'authenticité et intégrité en appliquant une signature électronique qualifiée ou un cachet ou en utilisant ce qu'on appelle un EDI fiscal, by the book, qui est un cadre basé sur un cadre du modèle européen de EDI. Et par contre, cette mesure reste à confirmer il reste à confirmer si cette disposition s'appliquera également dès janvier aux entreprises étrangères ou uniquement aux entreprises établies. C'est toujours ça la particularité et qui rajoute la difficulté pour les sociétés qui font des opérations, par exemple, taxables localement, qui ne sont pas forcément les sociétés établies. Et troisièmement, Hongrie, qui applique, elle, le Real-Time Invoicing Reporting. Donc, ce n'est pas tout à fait le clearance comme c'est le cas en Italie, et qui consiste en la transmission de données de facturation à l'administration fiscale. À l'époque, il y avait un seuil qui était appliqué. Ce seuil a disparu et maintenant, il n'y a plus de seuil, donc toute facture doit être transmise et pour toutes les opérations et toutes les sociétés, celles identifiées uniquement à la TVA, donc c'est-à-dire sociétés étrangères et bien évidemment également les sociétés établies. Donc, on appelle ça Continuous Transaction Control et non pas Clearance Model. La slide après. Donc, bien évidemment, là, vous voyez bien sur cette slide que d'autres pays envisagent bien évidemment la mise en place de la facturation électronique d'ici 2025. Donc, je peux citer, sans rentrer en détail, parce que je vais les développer un peu plus tard, l'Allemagne. Donc Belgique, qui prévoit de mettre en place la facturation électronique en 2023, la Slovénie qui pareil en 2023, l'Espagne également en 2023, la Slovaquie en 2023 également. Donc 2023, comme vous pouvez le voir, ça va être une année de transition et de beaucoup de changements. Même si en Slovaquie, pour l'instant, on pense qu'en 2023, les sociétés étrangères seront
seront également, en tout cas concernés par la mesure, mais la transmission de données ne se fera pas sur la plateforme publique centrale, mais via une adresse email spécifique qui sera mise à disposition de l'administration pour les sociétés. Et également la Pologne, qui pareil envisage en 2023, même si aujourd'hui il y a déjà cette application de recours à la facturation électronique, mais sur la base volontaire, qui est prévue depuis 2021, et donc prévoit également l'extension de cette facturation électronique en B2B pour la 2023, même si on attend encore la confirmation exacte. Pour l'instant, les sociétés, uniquement les sociétés établies seraient concernées, mais bien évidemment, on suit de près toutes ces différentes évolutions. Donc, en matière de e-reporting, c'est à peu près, on va dire, la même chose. Donc, il y a beaucoup de changements. On appelle ça, parfois e-reporting, SFT, FEC pour la France. Donc, certains pays l'imposent sur la base mensuelle, d'autres sur demande. Par exemple, sur demande, c'est le cas de la France, Autriche ou encore Luxembourg. Et certains appliquent cette obligation SFT uniquement pour les sociétés établies et certains également pour les sociétés non établies, donc c'est-à-dire également les sociétés qui seraient uniquement identifiées à la TVA dans le pays. Donc, la Pologne applique le SFT pour les sociétés également non établies. La Roumanie tend à le rendre obligatoire pour les sociétés non établies, mais uniquement à partir de 2025. Ça la reste également à confirmer. Et une nouveauté pour le Portugal qui imposera SFT également pour les sociétés non établies. Normalement, ça devrait être rentré en vigueur en début d'année, mais finalement, ça rentrera en vigueur au 1er juillet prochain. On attend toujours les détails de cette nouvelle obligation qui a été publiée fin mai, mais on n'a pas tous les contours, comment ça s'appliquera et quelles informations seront exactement à fournir par les sociétés étrangères. Donc, cela m'emmène à un nouveau sondage. Donc, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, je le lance. La question est la suivante. Donc, on a vu pas mal de réformes importantes. Donc, parmi les sujets suivants, lequel vous paraît le plus challengeant pour la 2022? Je m'en doutais un petit peu de la réponse quand même, puisque c'est effectivement ce qui pose le plus de problèmes aux sociétés, surtout celles qui ne sont pas forcément établies dans les différents États membres. J'attends encore un petit peu, mais si d'autres personnes souhaitent voter. Je te coupe juste un petit peu, Moïtsa. Oui. J'ai vu qu'il y a une main levée parmi l'audience. Donc, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de questions et on y répondra par la suite. Voilà. Oui, merci. Alors, donc du coup, effectivement, bon, il y a. Alors, je vais fermer pour ceux qui n'ont pas répondu. Désolée. Donc 57% la facturation électronique, hein, c'était un peu prévisible en B2B. Donc je ne sais pas, voilà, j'ai laissé exprès cette question assez ouverte. Donc je ne sais pas si c'est effectivement que celle qui s'applique en France ou également celle qui s'applique au travers de l'Union européenne. Mais effectivement, ce sont des réformes qui présentent le plus de challenges pour les sociétés. Et je vois aussi que l'autolisation de la TVA à l'importation est un challenge. Ça tombe bien, on va y revenir tout à l'heure. Pour plus de précision. Donc, je ferme. Donc, voilà. Donc, dites-moi si vous avez des difficultés à voir mon écran parce que moi, je vois tellement de choses en même temps que je ne sais plus trop. Voilà. Donc, pardon ? On voit très bien, Moïtsa, c'est bon. bon. Très bien, merci. Donc, en conclusion, bien évidemment, de cette première partie, c'est que la digitalisation, bien évidemment, est en place. Les réformes se multiplient, comme vous avez pu le voir. Donc, si vous réalisez bien évidemment des opérations taxables dans les autres États membres, soyez vigilants donc à ces réformes incessantes. Malheureusement, c'est vraiment une des premières mesures que les États membres souhaitent mettre en place pour lutter contre la fraude, puisqu'ils sont inspirés de modèles italiens qui marchent très bien. Et selon les chiffres présentés par l'administration fiscale italienne, ils ont pu, grâce à cette facturation électronique,
récupérer des milliers, si ce n'est des millions, d'euros de TVA. Donc bien évidemment une aubaine, pour, les différents États membres et donc ça leur donne, disons des idées pour la suite et pour l'application également, de ça. Donc sans plus attendre puisque le temps passe vite, donc je vais me focaliser, sur, quelques mesures, françaises et puis ensuite rapidement parcourir également, l'Allemagne, Espagne et Italie, pour vous faire part, de ce qui s'applique dans ces pays-là. Donc, d'abord pour la France, donc, une des premières mesures qui est rentrée en vigueur en France, bien évidemment déjà en place à partir du 1er janvier, c'est, l'autoliquidation de TVA, de la TVA à l'importation, qui est devenue obligatoire et automatique. Donc, la gestion et le recouvrement, on va dire, de la TVA due, sur les importations et les sorties de régime suspensif ont été transférés de l'administration des douanes à l'administration fiscale, hein, la DGFiP. Donc le dispositif d'autoliquidation, pour rappel, hein, existait déjà, peut-être que certains d'entre vous l'appliquaient déjà, donc depuis 2017. Mais par contre, il était soumis bien évidemment à l'obligation d'une autorisation douanière spécifique. Donc depuis donc début de cette année, l'autoliquidation est la norme, donc vous n'avez plus le choix et vous n'avez plus nul besoin par contre non plus de solliciter une autorisation de la part de l'administration fiscale, et douanière. Donc, elle s'applique donc, et c'est ça la particularité, à tous les redevables qui réalisent des importations en France, hein. Ça concerne aussi bien les sociétés établies que non établies en France, et d'où la problématique, puisque pour pouvoir le faire, il faut s'identifier à la TVA au préalable si tel n'est pas le cas. Donc, pourquoi il faut être identifié à la TVA? Parce que justement, une autoliquidation nécessite le dépôt d'une déclaration TVA, donc CA3, et donc du coup, pas de dépôt de déclaration, pas de numéro de TVA, pas de dépôt de déclaration de TVA adéquat. Donc, toute entreprise qui souhaite réaliser des opérations d'importation doit donc veiller à disposer d'un numéro de TVA intracommunautaire français, d'une part, et être bien évidemment soumis au régime réel normal d'imposition aux fins de la TVA. Et donc, afin de faire le lien entre les bases d'imposition déclarées en douane et la TVA d'importation, le numéro d'identification valide doit être communiqué, disons, à la DG DDI, donc à l'administration des douanes, par le transitaire en douane ou l'importateur lui-même. Et cette communication doit vraiment être effectuée sur toutes les déclarations en douane, qui sont relatives à l'importation ou sorties des régimes suspensifs imposables à la TVA en France, donc qu'elles soient taxables ou non. Donc bien évidemment, par ce nouveau régime, on assiste également au pré-remplissage des déclarations de TVA. Pour les opérations taxées à la TVA à l'importation. Et à ce titre, les opérations visées sont celles, bien évidemment, pour lesquelles l'exigibilité de la TVA à l'importation intervient à compter du 1er janvier 2022. Et bien évidemment, cette exigibilité correspond au moment où les biens sont mis en libre pratique, comme on dit, sur le marché, ou admis temporairement en exonération partielle de droits d'importation, soit en pratique au moment de l'obtention, ce qu'on appelle de bons à enlever par la douane. Donc, la particularité, c'est aussi que même les importateurs qui issus du régime réel simplifié, hein, qui soumettaient la CA12 et ceux relevant de régime de franchise, doivent aujourd'hui appliquer la TVA sur leurs importations et déposer les CA3. Et bien évidemment, tous les importateurs aussi ont vu la date limite de dépôt de leur CA3 repoussée au 24 du mois suivant. La réforme, comme vous pouvez le voir sur le slide, s'accompagne également d'une nouvelle codification de la CA3, hein, vous l'avez sûrement remarqué. On avait quelques chamboulements, mais moi j'ai encore du mal à m'y faire, des opérations taxées qui sont normalement codifiées de 1A à A5, je ne vais pas revenir dans les détails, et de B1 à B5. Et les opérations non taxables sont désormais codifiées à E1 à E6 et de F1 à F8.
vite. Donc, il faut s'y remettre un petit peu d'aplomb pour ces nouvelles codifications. Et le montant, donc hors taxe des importations soumises à l'autoliquidation de la TVA, est désormais codifié à la ligne A4 au lieu de 2B initialement qu'on a pu voir. Et voilà. Donc, les opérateurs ont aujourd'hui l'obligation de vérifier ces informations avant la soumission de la déclaration. Et une dernière précision, comme vous pouvez la voir sur la slide en bas, donc j'ai résumé ce qui se passait avant le 1er janvier 2022 et après le 1er janvier 2022. Pour pouvoir autoliquider la TVA, vigilance, les opérateurs doivent aujourd'hui s'assurer que leur déclaration douanière comporte systématiquement, donc comme je le disais, le numéro d'identification à la TVA et que celui-ci est bien indiqué en case 44 sous code régime 1008. Dans le cas contraire, la société peut avoir les problèmes et peut se voir remettre en cause la déduction de la TVA. Donc vigilance par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Bien évidemment, c'est une mesure qui existe dans d'autres États membres. De plus en plus d'États membres mettent en place cette possibilité d'autoliquider la TVA. Il n'y a que la France qui a recouru vraiment à cette obligation de le faire. Donc, pas laisser le choix aux entreprises. Dans les autres États membres, vous avez le choix soit d'y recourir, soit de ne pas y recourir. Parfois, l'application est immédiate, parfois, il vous faut des autorisations spécifiques pour le faire. Et ça peut être une bonne chose puisque ça vous permet de ne pas sortir le cash au moment de l'importation et de ne faire qu'un simple jeu d'écriture, on va dire, sur vos déclarations de TVA. La suite, donc deuxième réforme importante, bien évidemment qu'on a vu, c'est disparition de la DEB au profit donc de 2 nouvelles déclarations. Bien évidemment, c'est avant, on avait une DEB qui fusionnait l'état récapitulatif TVA et une déclaration statistique. Donc, c'était une particularité française, hein. Et aujourd'hui, depuis le 1er janvier, on a décidé de les splitter. Donc, on a d'un côté une enquête de la statistique qui est dédiée au commerce extérieur et vraiment la déclaration d'état récapitulatif TVA. Donc, en fait, on retrouve la distinction intrastat et sales list comme on peut le connaître dans les autres États membres. Donc, quand c'est possible, il est proposé de pré-remplir donc certaines lignes de l'état récapitulatif à l'aide justement de la réponse statistique. Et donc, en plus de cette nouveauté, on a vu 2 nouvelles informations indiquées dans la déclaration statistique, donc numéro de TVA du client et également le pays d'origine de la marchandise, bien évidemment qui n'est pas pays de provenance, mais bien l'origine de la marchandise, ce qui n'était dans certains cas pas demandé dans le passé. Et on a vu aussi un certain nombre de modalités du code nature de transaction qui ont été modifiées. Donc, juste par rapport à ça, je ne vais pas rentrer dans beaucoup plus de détails parce que le temps est compté et puis on a beaucoup de mesures qui sont importantes. Je vous précise juste qu'en février 2022, l'administration fiscale est venue préciser un certain nombre de choses concernant ce volet fiscal, hein, donc e-sales list, état récapitulatif des clients et donc en application de dispositifs du Code général des impôts, tout assujetti identifié à la TVA et dans l'obligation de le soumettre pour les livraisons intracommunautaires exonérées et également le transfert de stock, hein, donc stock sous contrat de dépôt. Ça s'applique également, bien évidemment, du coup, aux entreprises étrangères hein, qui seraient juste identifiées à la TVA en France. Et état récapitulatif des clients est déposé uniquement, bien évidemment, pour les flux de nature expédition, livraison, départ de la France. Donc, l'administration fiscale est venue préciser aussi quelques venu, on va dire, apporter 2-3 précisions supplémentaires. C'est que, notamment, elle indique que les assujettis qui bénéficient de régimes de franchise de base sont dispensés de déposer les états récapitulatifs. Le fait que l'état récapitulatif, bien évidemment, peut être déposé aussi par une tierce personne au nom et pour le compte de la société. Elle précise également un certain nombre de choses en matière d'acquéreurs qui sont intermédiaires. Vous savez,
savez, dans le cadre des opérations triangulaires, hein, pour savoir qui et comment déclarer les différentes opérations dans cette ICS list, et également précise le contenu exact de ces ICS list. Et le fait qu'il doit être déposé auprès de l'administration des douanes par voie électronique. Mais encore une fois, c'est l'administration fiscale qui reste responsable de traitement de ces données. Voilà pour rapidement pour la DEB, hein, donc c'est plutôt que des rappels. Et bien évidemment, quelques mots maintenant sur la mesure phare qui va entrer en vigueur à partir de 2024. Donc on a gagné une année, qui est facturation électronique et e-reporting en France. Quoi vous dire là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, donc je vais essayer de résumer de manière succincte, mais aussi vous apporter quelques précisions. Donc bien évidemment, on a 3 nouvelles obligations qui vont voir le jour. La première, c'est e-invoicing, e-reporting et également le reporting spécifique avec des informations relatives au paiement pour certaines prestations de services. Donc, la réception de factures va devoir être faite, comme vous pouvez la voir à l'écran, à partir du 1er juillet 2024 pour toutes les sociétés. Et l'émission facture, ça sera d'application progressive. Donc, à partir de 2024 pour les grandes entreprises, moyennes entreprises à partir de 2025 et PME 2026. Donc, sachez que le même calendrier va s'appliquer pour les transmissions de données de transactions qui sont liées au e-reporting. Donc, bien évidemment, confronté à l'écart de la TVA, hein, en France, l'écart il est 13 milliards d'euros. Donc, la France a voulu vraiment rendre obligatoire la facturation électronique, hein, d'où cette réforme. Donc, elle a privilégié non pas le mode, on va dire, italien avec cette plateforme Chorus de manière centralisée, mais une espèce de modèle en V mexicain qui permettra également aux entreprises la possibilité de recourir, comme vous le savez, à des prestataires de services qu'on appelle des plateformes de dématérialisation partenaires. PDP, qui vont bien évidemment être enregistrés auprès de l'administration fiscale et bénéficier ainsi d'une automatisation plus poussée sans tout reformer. Donc cette mesure instaure 3 nouvelles obligations, comme je viens de le voir, et je passe la slide après. Donc les obligations suivantes et aux opérations qui seront concernées. Donc juste pour rappel, hein, bien évidemment, la création de la facture se fait au format structuré et mixte. Donc dans l'un des 3 formats du socle compatible avec la norme EN 16931, donc ça UBL, C2I ou FactureX. Et bien évidemment, il y a un certain nombre de sociétés qui auront toujours la possibilité dans cette phase transitoire, on va dire, de déposer les factures au format qu'ils le souhaitent, notamment le format PDF, sur la plateforme Chorus Pro. Et c'est cette plateforme qui permettra de traduire, on va dire, dans le langage accepté donc généré au format facture X par la plateforme pour qui correspondent à des obligations en matière de structure facture. Donc, bien évidemment, afin de déterminer si l'acheteur utilise le portail public de facturation ou une plateforme de dématérialisation, on va mettre en place également, enfin l'administration fiscale va mettre en place un sort de annuaire qui permettra du coup d'identifier la plateforme choisie par chaque destinataire de facture. Donc, beaucoup de choses encore à prévoir sur ce système-là. Donc, ça m'emmène à vous dire quelles opérations seront concernées. Comme vous le savez, bien évidemment, par e-invoicing, ce sera applicable uniquement aux 2 personnes, donc ce sera du B2B domestique, donc France-France, entre 2 personnes assujetties établies en France et soumis aux règles de facturation françaises. Et B2B non domestique, on va dire, et B2C, donc toute opération B2C, elles ne seront pas concernées par e-invoicing, mais uniquement par e-reporting. Donc, d'où l'importance de vraiment, on va dire, maîtriser vos différents flux pour savoir dans quelle situation ils se retrouvent et quelle obligation s'imposera à vous en fonction de ça. Donc B2B non domestique, ce
sont les opérations entre deux personnes assujetties, mais l'une d'elles n'est pas établie en France, ou des opérations qui sont soumises à la TVA en France entre deux personnes assujetties, mais non établies en France. Donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs canons différents à distinguer. Et opération B2C, donc quand le fournisseur est établi en France ou quand le fournisseur n'est pas établi en France, mais qu'il a des obligations de TVA en France, mais qui n'a pas souscrit à OS. Donc voilà pour les différentes opérations à déclarer. Donc, je ne vais pas vous lister l'ensemble, mais vous aurez les slides à la suite de la présentation. Donc, dans le e-invoicing, on attend des entreprises, bien évidemment, un certain nombre d'informations à fournir, donc notamment 24 mentions obligatoires qui vont être transmises à l'administration fiscale, auxquelles seront ajoutées 8 données cibles qui seront, donc ça sera la dernière vague de déploiement. Donc, l'ensemble de ces mentions obligatoires devront être transmises à l'administration fiscale au titre de cette facturation électronique. Bien évidemment, il y aura d'autres informations à fournir, et notamment sur les données de statut de facture. Donc, en complément des données de facturation, acheteurs, fournisseurs et leurs plateformes respectives devront transmettre les statuts de traitement de facture. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que ma facture est en statut déposé? Est-ce qu'elle est émise? Est-ce qu'elle est reçue par la plateforme? Voilà. Donc, certains statuts, sachez, qui sont recommandés, bien sûr, et d'autres obligatoires. Dans les parties obligatoires, ce sont des statuts qui sont déposés, donc la facture déposée, rejetés ou refusés, ou encaissés. Donc ça, c'est les 3 statuts qui seront obligatoires à transmettre par les différents opérateurs. Voici donc d'autres informations qui sont fournies là pour le coup dans e-reporting. Donc je ne vais pas non plus les lister, vous les avez, la liste établie par l'administration fiscale. Juste une particularité pour les opérations B2B, mais bien évidemment ça coule de source. Pour les opérations B2B internationales, donc celles qui ne concernent pas B2B domestique, les données à transmettre sont identiques à celles exigées pour invoicing, à bien évidemment l'exclusion du numéro SIREN, puisque vous n'avez pas en face de vous une société établie française, mais un assujetti non établi en France. Donc du coup, SIREN sera remplacé par le numéro de TVA intracommunautaire ou numéro étranger du client. Et pour les transactions B2C, voilà, vous voyez la liste, donc numéro d'identité, mention, option pour le paiement, par taux d'imposition, devise, catégorie de transaction, et ainsi de suite. Donc, voilà pour les informations fournir sur l'e-reporting. Et du coup, vous avez une autre obligation qui sera à fournir, ce sont des données relatives au paiement. Donc ça, c'est une nouveauté également, justement pour lutter contre les délais de paiement très très longs. On va imposer également dans le cadre de e-reporting pour un certain nombre de prestations de services lorsque l'entreprise n'a pas opté pour la TVA sur les débits, et lorsqu'on n'est pas dans les cadres de autoliquidation de la TVA. Et normalement, c'est l'assujetti, donc l'émetteur de facture, qui sera généralement dans l'obligation de fournir ces éléments. Donc, les données qui seront à transmettre seront la période au titre de laquelle la transmission a été effectuée, la date d'encaissement, le montant encaissé reparti pour toute TVA, et pour les opérations donnant lieu à facture, les numéros de facture. Donc, ça, c'est vraiment dans le but de suivre les délais de paiement qui sont très souvent pas respectés au sein de différents opérateurs par rapport à ce qui est exigé par la France, et aussi dans la directive relative aux délais de paiement. Voilà rapidement pour la France. Hop là. Donc juste rapidement, en quelques mots, je vous promets, je ne serai pas longue, sur l'Allemagne, Espagne et Italie, puisque il s'agit quand même des choses qui sont importantes. Donc en l'Allemagne, juste, et je l'ai déjà évoqué, c'est pour ça que je vais aller très rapidement, a aussi pour projet d'instauration de la facturation électronique en B2B. Donc elle l'applique déjà en B2J comme la plupart des États, et donc elle a vu que la méthode mise en place, le modèle mis en place en Italie a eu vraiment un grand succès, et notamment en Hongrie, et aussi le fait que la Pologne et la France l'appliquent en 2023, enfin
2023 pour la Pologne, 2024 en France. Et donc voilà, l'Allemagne s'est dit, ça peut être une aubaine également pour lutter contre la fraude. Et cette adoption du régime allemand standard sera vraiment un défi parce que, vous le savez tous, les États fédéraux sont plus ou moins indépendants les uns des autres. Donc, pour se mettre d'accord sur le modèle utilisé, on risque, de ne pas voir les réformes sortir, tout de suite, maintenant. Nouveauté que je voulais partager avec vous, c'est également sur l'obligation de déposer e-sales list, donc l'état récapitulatif des clients. Vous savez que depuis l'entrée de Quick Fixes, on a on a 3, on va dire, conditions pour exonérer une livraison intracommunautaire. Donc, disposer d'un numéro de TVA valide de son client. Déposer on va dire, SAS list avec la facture, la transaction concernée dans les délais impartis et bien évidemment disposer de preuves de transport, comme quoi la marchandise a quitté le territoire national. Donc en fait, si vous ne respectez pas ces 3 conditions, vous pouvez voir l'exonération de votre livraison intracommunautaire remise en cause. Et du coup, c'était vraiment aussi cette, on va dire, lecture des conditions qu'avait l'administration fiscale allemande. Et depuis cette année, elle a changé un peu le discours. Elle a dit que même si vous déposez un e-sales list hors délai, ça ne peut pas remettre en cause l'exonération de TVA par cette unique, on va dire, cause de dépôt tardif ou dépôt erroné. Et du coup, ça laisse une brèche à l'une des conditions qui sont imposées par la Commission européenne en matière de quick fix. Donc, je ne sais pas si les autres administrations fiscales suivront et auront cette interprétation un petit peu, on va dire, pas si stricte que ça, à suivre. Mais en tout cas, c'est vraiment une nouvelle brèche dans quelque chose qui était supposé être appliqué de manière stricte, telle que attendu par la Commission européenne. Espagne, je vous ai déjà dit, également prévoit l'introduction de e-invoicing pour la 2023 pour toutes les entreprises indépendantes qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros par an. Pour les restes des entreprises et notamment les entreprises non établies, ce serait plutôt à partir de 2025. Et rapidement, l'Espagne a aussi introduit ce qu'on appelle la taxe sur le plastique non réutilisable, ce qu'on peut appeler à usage unique. Donc, on est un peu plus loin de la TVA, mais en même temps, je voulais juste vous attirer votre attention sur ça, surtout ceux qui ont, par exemple, des transactions avec l'Espagne. C'est une taxe qui va entrer en vigueur en 2023, donc qui s'appliquera à toutes les personnes physiques, morales ou entités qui réalisent des opérations avec l'Espagne, en Espagne ou avec l'Espagne. Elle sera prélevée sur tous les territoires espagnols. Et ça concerne vraiment tous les emballages qui sont non réutilisables, contenant le plastique ou semi-fini, produits semi-finis destinés à fabriquer les emballages, et ainsi de suite. Sont concernés la fabrication, importation et acquisition intracommunautaire. C'est pour ça que je vous en parle. La base imposable sera calculée en kilogrammes et correspondra à la quantité totale de plastique non recyclé. Et si vous êtes une entreprise non établie, comme ça peut être votre cas, uniquement identifiée à la TVA en Espagne, vous serez aussi exigible à cette nouvelle taxe. Et en plus, vous devrez désigner donc un représentant auprès de l'administration fiscale. Donc, bien évidemment, Aiming Espagne peut vous accompagner sur ces sujets. L'application 2023 est sujet à des sanctions minimum de 1 000 € pour toute saisie erronée ou manquement de paiement de taxes. Donc, il y a des précisions encore qui doivent être fournies sur ces sujets-là, mais en tout cas, ayez ça à l'esprit, puisque surtout si vous utilisez les matériaux plastiques à usage unique. Et enfin, l'Italie.
Donc l'Italie, comme vous le savez et comme je vous l'ai dit, a rendu, c'était le premier pays à rendre obligatoire la facturation électronique. Elle a donc maintenu vraiment ce rythme soutenu d'amélioration de son système continu, de contrôle continu en temps réel. Donc, et vraiment, c'était dans le but de combler l'écart de la TVA, parce qu'il y a quelques années, l'Italie avait l'écart de TVA le plus important dans toute l'Union européenne. Donc, elle a petit à petit réussi justement à rattraper ce gap et du coup en mettant vraiment constamment en place les nouveaux modèles, on va dire, et élargissement de SDI, donc leur plateforme. Là, elle prévoit, pardon, les nouvelles modifications pour le 1er juillet 2022, qui consistent normalement à rendre obligatoire également les factures, parce que pour l'instant, les factures transfrontalières, donc les factures par exemple de livraison intracommunautaire exportation, n'étaient pas dans le scope de SDI. Maintenant, elles le sont. Donc, d'où, par conséquence, Estérométro, pardon, la déclaration a été supprimée pour éviter qu'il y ait un doublon de déclaration. Et pénalité justement de ne pas appliquer ou ne pas déclarer ces types de factures via SDI sont assez importantes, de 2 € par facture et jusqu'à un maximum 400 € par mois pour les transactions. Donc ça peut aller vite si on a beaucoup de transactions. Et portée de la mesure, donc elle a également élargi la portée de son mandat de facturation, pardon, à des nouveaux groupes de contribuables, notamment ceux qui étaient au régime d'imposition forfaitaire, des associations. En leur appliquant bien évidemment une courte période de grâce. Et également, elle a intégré dans ce scope des micro-entreprises et imposé également des entreprises, pardon, d'attribuer des codes spécifiques aux factures intracommunautaires ou à achats de services, acquisition de biens et des autres achats. Donc il y aura vraiment toute une modification à partir de 1er juillet. Je vous dis ça, mais je vous dis aussi, pour l'instant, cette réforme s'applique uniquement aux sociétés établies. Donc, si vous êtes que les sociétés françaises, donc ici autour de la table ou autres, identifiées uniquement en Italie, vous n'êtes pas pour l'instant concerné par cette mesure. Donc voilà pour quelques mots sur les mesures. Là, je vous partage juste à titre informatif la liste des autres mesures qui sont par pays prévues pour la 2022. Et bien évidemment, vous aurez des slides pour la 2023, donc beaucoup de choses en cours de modification. Et juste avant de rentrer, de répondre à vos questions, je voulais vous soumettre une dernière sondage pour ceux qui sont encore parmi nous. Alors, 2 petites secondes. Voilà, qui est donc là, on a vu tout à l'heure les préoccupations 2022, on a vu la facturation électronique, ça sera encore peut-être celle-ci. La question est là plutôt pour l'avenir. Quelles sont, selon vous, et là vous pouvez répondre plusieurs réponses possibles, quelles sont vos préoccupations en matière de TVA pour les prochaines années? Donc je pense que ça va être encore la facturation électronique qui va prédominer. Bien évidemment, je vous laisse encore quelques instants pour répondre, mais on a bien pu voir durant tout ce webinaire que la liste importante des changements qui nous attendent pour les prochaines années. Et bien évidemment, pour vous tenir prêt, il est important donc vraiment de mettre en place une veille pour anticiper le plus tôt possible ces différents changements. Et il est vraiment nécessaire d'avoir effectué donc la cartographie vraiment de vos différents flux à l'étranger, nationaux, afin d'analyser donc les impacts des changements et voir effectivement ces nouveaux changements concernent uniquement des sociétés établies ou aussi des sociétés non établies, auquel cas, bien évidemment, faut entreprendre des mesures pour s'y conformer. Et bien évidemment, si vous avez besoin d'aide sur ces sujets-là, nos équipes seront ravies de vous aider. Donc, je vais fermer le petit sondage. Sans vraiment de surprise, toujours la facturation électronique et e-reporting
Oui, donc vraiment une harmonisation au sein de l'Union européenne serait vraiment la bienvenue. C'est vrai qu'on a un peu du mal aujourd'hui pour se dire que ça verra le jour un jour, puisqu'il y a déjà tellement de réformes qui sont faites au niveau étatique, qu'on voit mal comment, la Commission européenne viendra écraser tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Ou est-ce que, on va avoir 2 systèmes qui vont cohabiter, qui vont rajouter une charge administrative supplémentaire? À voir. Je n'ai pas de réponse à cet instant. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas, Gaëlle, si on a des questions. Si on a des questions. Oula, donc. Alors, je te pose une première question. Concernant l'autoliquidation de la TVA à l'importation, comment concrètement vérifier les bases imposables préimprimées sur la déclaration CA3? Alors, concrètement, c'est une bonne question. Moi, je préfère pour cette question éventuellement si la personne qui l'a posée me permet de vous contacter par la suite pour vous dire, et éventuellement échanger directement avec vous. En fait, concrètement, il faut, recouper les informations, qui sont fournies, par votre transitaire ou vous-même si c'est vous qui réalisez, les importations, hein, en fonction de votre numéro qui a été fourni au service douanier, et ensuite, voir si ces montants-là correspondent à ce que, vous avez pu, déclarer vous en tant qu'importation. En fait, la seule chose est vraiment qu'on n'ait pas de distorsion de montant, par rapport à ce qui a pu être déclaré d'un côté et ce qui a pu être constaté en matière douanière. Donc après, je veux bien, reprendre contact avec vous, voir exactement, quelles sont les problématiques que vous rencontrez pour faire on va dire, le rapprochement des 2, et pour garantir que vous avez, déclaré les choses, sachant que bien évidemment, il faut prendre en compte également quand le moment de l'exigibilité de la taxe, hein. Donc normalement, la TVA est exigible au titre du mois de l'obtention, ce qu'on appelle le bon à enlever. Et donc du coup, il faut mismatcher tout ça par rapport à ce qui est fait pour les importations qui ont été taxables réalisées au cours du mois précédent, et qui seront du coup rapportées à la ligne A4 des déclarations TVA. Après, à vous, si vous voyez qu'il y a vraiment des distorsions de montants, d'aller corriger comme on va dire, une déclaration d'impôt sur les revenus. Mais voilà. Après, voilà, est-ce que votre question est plutôt comment mettre en place, les bonnes pratiques, en interne pour, s'assurer que tout matche ensemble? Ça, je préfère vous contacter éventuellement si vous me permettez et vous répondre, personnellement à cette question. Donc je ne Ensuite, sais pas s'il y en a d'autres. oui, il y a d'autres questions. Concernant les achats à l'import, pouvons-nous toujours utiliser un contingent d'achat en franchise, ce qui permet de s'affranchir de cette obligation d'autoliquidation? Oui, oui, en fait, après, je ne sais pas si vous, faites, référen il y a plusieurs, régimes, hein, qui peuvent toujours, cohabiter, notamment le régime 4200, hein, donc qui est un régime qui permet d'importer, en suspension de taxes, puisque la marchandise est destinée à être consommée, on va dire, ou en tout cas d'être envoyée sur un territoire d'un autre État membre. Bien évidemment, vous pouvez toujours recourir à ces différents régimes, et du coup ne pas être sujet à l'autoliquidation à proprement parler. Donc après, il faut juste faire la balance, qu'est-ce qui est plus envisageable et optimal pour vous. Mais en tout cas, l'application de ces régimes n'est pas, de franchise n'est pas suspendue, suite à l'application de cette, nouvelle mesure. Parce que justement enfin quelque part, si on a mis en place ces régimes, c'est justement pour éviter, enfin, ou suspendre le paiement de la TVA à l'importation, et donc du coup, là, on est dans 2 régimes qui cohabitent, sans problème. Très bien, merci Moïtsa. Une autre personne nous parle qu'elle n'arrive pas à rapprocher les montants pré-remplis sur la CA3. Quelle période est prise en compte? Alors normalement, comme je l'ai expliqué, donc pour ces questions qui sont très précises, spécifiques, je vais prendre, contact avec vous directement. Normalement, sont prises en compte donc les opérations, taxables réalisées au cours du mois précédent, M-1, hein, d'accord? Qui sont reportées donc, par, l'administration fiscale sur la ligne A4 de la déclaration TVA, d'accord? Hem, donc et normalement, c'est ces montants-là que vous devez vérifier. Donc après,
voilà, encore une fois, tout dépend aussi de quand est-ce qu'elle est exigible la taxe. Est-ce que vous êtes en déclaration de douane simplifiée? Est-ce que vous êtes en déclaration de douane normale? Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour vous donner une réponse précise, dans quelle strate vous êtes et pour vous dire comment vous rapprocher, ces différentes montants. Donc, encore une fois, si vous me permettez, je prendrai contact directement avec vous. De toute façon, on aura la liste des questions posées et dans tous les cas, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, posées aujourd'hui, je reviendrai vers vous, individuellement, pour vous apporter, les réponses à vos questions. Personne ne restera sans réponse, on va dire. Merci. Je te propose, Moïtsa, de prendre une dernière question. Vas-y, Pouvez-vous nous confirmer que la facturation électronique ne s'applique qu'aux sociétés françaises établies en France et pas immatriculées? Oui, oui, oui. En fait, pour le moment, en tout cas, c'est l'obligation qui est prévue, à entrer en vigueur en 2024, s'applique uniquement, comme je l'ai vu, je l'ai montré sur la slide. E-invoicing concerne uniquement donc déjà B2B, hein, d'accord? Donc, toutes les, opérations B2C sont exclues. Donc, opération, faite entre 2 sociétés françaises établies en France, donc c'est-à-dire, et donc, pour les, opérations qui sont sujettes aussi aux règles de facturation françaises. Donc uniquement ces opérations-là seront, dans le scope de e-invoicing. Par contre, donc ça veut dire que ça exclut, toutes les sociétés étrangères qui sont uniquement identifiées à la TVA en France. Par contre, ces sociétés-là, qui ne sont des sociétés étrangères non établies mais identifiées à la TVA, devront soumettre du e-reporting. D'accord. Donc, encore à voir quel est le format, hein. On a vu la liste des éléments qu'il faudra fournir. Donc ce sera normalement sur la même calendrier, d'imposition et donc, je pense soumission, de ces déclarations, mensuellement. Mais en tout cas, les sociétés étrangères ne seront, sujettes, on va dire quelque part, uniquement à cette obligation de e-reporting et non pas invoicing. Et je vais juste, pour répondre, désolée Gaëlle, et pour ceux qui sont encore là, vous dire un mot sur le régime définitif. Parce que je suis assez étonnée qu'on m'a pas posé la question, mais parce que ce mot-là, enfin en tout cas, régime définitif reste dans toutes les têtes, et on se pose toujours la question: «Est-ce qu'il y a un jour, il verra le jour?» Parce que normalement, il était censé être en application entrée en vigueur en 1er juillet 2022. Donc, il est toujours sur la to-do list de la Commission européenne. Après, les chances que cette réforme voit le jour, du moins en l'état tel qu'il était présenté initialement, diminuent, de jour au jour. Donc juste pour rappel, le régime définitif, hein, tel qu'il était prévu, consistait en la taxation des opérations dans le pays de la consommation, c'est-à-dire ce qui sous-entendrait que le fournisseur facture avec la TVA de son client, donc, et qui reverse ensuite, cette TVA, via un guichet unique. Donc, en gros, il n'y aurait plus de livraison intracommunautaire, il n'y aurait plus d'acquisition communautaire, il y aurait une opération unique taxable dans le pays du client. Donc, pour l'instant, toujours affaire à suivre parce que c'est toujours sur la to-do list de la Commission européenne, mais autant vous dire, en tout cas, tel qu'elle a été prévue initialement, on a de fortes, convictions, on va dire, que ça ne verra jamais le jour, puisque d'autres réformes viendront qui sont peut-être pas très éloignées, suivront, d'ici quelques années et justement, on attend avec, grande impatience les réformes qui vont sortir en octobre 2023, pour savoir, de cette, identification unique et élargissement de hausse, aux autres opérations. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pour votre attention. J'espère que j'étais pas trop longue, un petit peu, mais bon, voilà. Merci beaucoup, Moïsa. Puis merci beaucoup à tous nos participants. Vous avez été très, 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 très nombreux à nous écouter aujourd'hui. Donc, comme on vous l'a dit, on vous enverra les slides, on vous enverra le replay, vous pourrez revoir tout ça. Les questions auxquelles on n'a pas encore eu le temps de répondre, on reviendra vers vous. Ceux qui méritent de plus de détails, on reviendra aussi vers vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.